23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. À présent, les titres de ce journal. Présidentielle 2025, la campagne s'intensifie. Troisième jour pour les 5 candidats, tous mobilisés sur le terrain. De Bouaké à Abidjan en passant par Daoukro, Agbaou et Boiflé, ils vont à la rencontre des électeurs avant la clôture de la campagne, prévue le 23 octobre prochain. Logements sociaux, l'État veille à l'avancement des chantiers. Le ministre Bruno Koné était à Yopougon et Akupé-Zedji pour constater la progression des travaux. Les premières visites révèlent un rythme jugé satisfaisant et des constructions conformes aux normes. Cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages attendue. Israël espère le retour de ses ressortissants tôt lundi matin, à la veille d'un sommet international pour la paix en Égypte. Un signal d'apaisement après des mois de tension dans la région. Soyez les bienvenus sur RTI1. Troisième jour de campagne pour la présidentielle. Les 5 candidats sillonnent le pays. Bouaké, Agbaou, Daoukro, Abidjan, Boiflé. Rencontres, échanges, promesses. Des étapes pour présenter leur projet de société et convaincre les électeurs avant le scrutin du 25 octobre prochain. Une mobilisation forte à l'image d'une population engagée. Pendant que la politique s'anime, le développement avance sur le terrain. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, s'est rendu à Yopougon et à Akupé-Zedji pour suivre l'évolution des chantiers des logements sociaux. Au terme de cette visite, il s'est vu rassurant. Les travaux progressent bien et les délais sont tenus. Lanciné Bakayoko pour les détails. Bruno Nabagné-Koné sur les chantiers de logements sociaux de Yopougon BAE et d'Akupé-Zedji. Cette visite vise à évaluer l'état d'avancement des travaux et à vérifier la conformité du calendrier d'exécution des chantiers. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a pu apprécier la qualité du travail réalisé par les entreprises partenaires. Nous sommes satisfaits du niveau d'avancement. Nous avons une dizaine de pourcents par les techniciens ici, un peu moins au niveau de la BAE, mais en début de chantier, ce sont des choses normales parce que les fondations, c'est important. Les fondations, c'est ce qui permet de donner plus tard la sécurité au bâtiment. Donc, il est bon d'y passer du temps. Selon lui, ces chantiers ne sont pas de simples constructions, mais traduisent une véritable transformation du modèle de production du logement social en Côte d'Ivoire. Concernant les délais d'exécution, un léger retard sur le chantier de la BAE, causés par des contraintes contractuelles et des études de sol prolongées. Des difficultés passagères en voie de résolution. Nous avons un retard de 5-6 mois par rapport au lancement des travaux. Donc nous pensons, avec les ajustements qui vont être faits dans les calendriers par le constructeur, par les différents acteurs, nous pensons pouvoir rattraper une partie de ce retard-là. Néanmoins, le délai contractuel de 24 mois reste inchangé. Malgré un retard d'environ 6 mois, les équipes techniques redoublent d'efforts pour accélérer la cadence et livrer les logements dans le temps. L'administration publique ivoirienne mise sur la formation pour renforcer son efficacité. Pour y arriver, le centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État a été mis sur pied. Il forme donc chaque jour plus de 2000 agents. Management, déontologie, rédaction, des modules pour renforcer les compétences et l'efficacité. Grâce Kando pour le reportage. Nous ne sommes pas dans un complexe sportif, mais plutôt au centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État dans la commune d'Adjamé. À peine inauguré il y a quelques semaines, ce centre est déjà en pleine activité. Cet après-midi, nous retrouvons des médecins nouvelles recrues en plein cours. Ils sont 585 formés sur la discipline par la gendarmerie nationale. J'accueille bien le module, vu que ça nous permet de connaître un peu les institutions étatiques de notre pays. Mais la partie physique est un peu compliquée pour nous qui ne sommes pas vraiment sportifs. Ça nous enseigne la discipline, comment se comporter, comment réagir et aussi le respect de la hiérarchie. Une fois affecté, on pense que tout ce qu'on aura appris ici nous permettra d'instaurer la rigueur dans le travail
la discipline dans nos différents services et de pouvoir travailler en bonne ambiance avec nos collaborateurs. 2 programmes de formation en administration de base et d'accompagnement de carrière sont dispensés dans ce centre. Le ministère de la fonction publique a compris qu'il fallait mettre en place ce programme de formation pour leur expliquer un tant soit peu les bases de notre administration afin de faciliter la tenue de leur premier poste de travail. De même pour les professionnels, on s'est rendu compte avec le rapport diagnostic de la formation continue qu'il y avait une certaine catégorie d'agents publics qui pouvaient faire toute leur carrière sans jamais prendre part à des actions de formation. Nous avons donc compris qu'il fallait alors que ces personnes viennent pour suivre un programme de formation, d'accompagnement de carrière. Ces modules concernent le droit administratif, la déontologie de la fonction publique, le management des organisations, le protocole et les savoir-vivre, la rédaction administrative. Les nouveaux fonctionnaires n'ont pas forcément une bonne compréhension de notre administration publique. Et ces modules-là viennent leur donner une base. Les fonctionnaires admis au concours professionnel passent à un autre grade supérieur et ils occupent un autre poste de travail. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'avérait nécessaire de pouvoir mettre en place ces différents modules pour les accompagner à pouvoir occuper au mieux leur nouveau poste de travail. Ce centre de perfectionnement forme par jour 2000 auditeurs, toutes catégories confondues, à la grande joie des apprenants. C'est une très belle formation, on apprend beaucoup. Nous sommes aides-soignantes et je pense que c'est dans la formation, ils vont nous dire comment accueillir les malades. Il faudrait qu'on les accueille avec vraiment un sourire, qu'on les apaise. Et on veut beaucoup apprendre parce que vraiment la formation, ça nous ouvre au monde du travail. Il y a des choses qu'on passait pour pouvoir savoir. Mais aujourd'hui, à l'épreuve, on se rend compte que ce n'était pas évident. Alors c'est vraiment une grande plus-value pour nous. Et à l'avenir, il faut vraiment encourager cette formation. Des cours théoriques, certes, mais aussi des cas pratiques. La théorie, d'accord, mais c'est comment réagir sur le terrain. Le cas pratique, un chef de service qui a remplacé quelqu'un où il y avait la tension et il a utilisé les outils, il a utilisé les méthodes et il a rétabli un bon climat. Nous répartirons de cette formation avec des outils bien mérités à notre niveau et nous ferons l'effort de les répercuter au niveau de tout ce personnel qui est à notre disposition et le pays pourra aussi compter sur nous. Pour le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, la loi 2023 du nouveau statut général de la fonction publique réaffirme le droit de chaque fonctionnaire et agent de l'État à la formation continue. L'antenne, qui était juste un petit centre de formation, se transforme et prenne une dimension plus grande, notamment celle d'un centre de perfectionnement pour les fonctionnaires et agents de l'État. Les objectifs, c'est vraiment d'accompagner la politique de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, mais aussi de formation initiale des fonctionnaires. Le tout étant de faire en sorte que les agents publics soient toujours performants, soient toujours outillés pour relever les défis qui se présentent dans notre administration publique. Atteindre des résultats probants, une formation qui s'impose à tous. En matière de formation, le fonctionnaire ou l'agent public devrait être un demandeur. Il devrait réclamer, exiger que l'administration le forme. Donc, lorsque l'administration elle-même prend les initiatives pour les former, il devrait recevoir cela avec beaucoup d'enthousiasme. Malheureusement, il y a certaines catégories d'agents publics qui n'avaient pas compris, dans un premier temps, la nécessité de cette formation. Mais je pense qu'après des explications, tout est rentré dans l'ordre et tout le monde adhère pour que le centre puisse jouer son rôle et que nous ayons, au sortir de ces formations-là, des fonctionnaires nouveaux disposés à rendre le service public aux citoyens de manière efficace selon la vision du chef de l'État. Ce centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État, baptisé du nom de l'ancien Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, pour rappel a été inauguré le 23 septembre dernier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les forces armées renforcent elles aussi le lien avec la nation. La CADA œuvre pour la paix et les valeurs républicaines et son coordonnateur Bakary Sidiki Diaby était l'invité d'Hamza Diaby dans le Dimanche Magazine. Ensemble, ils ont échangé sur les différentes actions de cette organisation. Regardons ensemble cet extrait. Lorsque les hostilités, le conflit cessent, les obligations des États ne s'arrêtent pas. Alors, souvenez-vous qu'en 2010-2011,
À l'occasion donc de la crise post-électorale, eh bien, il y a eu de nombreux rapports qui ont accablé le comportement de nos forces de défense et de sécurité. Et les Nations Unies même ont établi un bilan de pratiquement 3000 morts officiellement. Alors, il y avait une recommandation constante, c'était de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et donc, ce que nous avons entrepris de faire, si bien que de par la qualité du travail, nous avons eu un statut ECOSOC en 2021. Retenez qu'il n'y a que 2 organisations en Côte d'Ivoire qui ont ce statut, ECOSOC, c'est-à-dire le Conseil économique et social des Nations Unies. Et par décret numéro 2023-346 du 19 avril 2023, l'État de Côte d'Ivoire a élevé la CADA au rang d'organisation reconnue d'utilité publique. Nos domaines d'intervention, c'est essentiellement le renforcement de capacités du personnel du métier des armes, mais aussi des leaders communautaires et des administrations publiques et privées. Nous sortons d'une crise en 2010-2011, le tissu social est vraiment déchiré. Il fallait renforcer, bien entendu, le lien armée-nation. Et pour ce faire, nous avons organisé des activités qui ont touché pratiquement 35 000 éléments des forces de défense et de sécurité. Nous pouvons citer donc au titre des activités les journées portes ouvertes des droits humains au sein des casernes. Alors, ce sont des journées au cours desquelles les autorités militaires nous permettent d'ouvrir les casernes aux organisations de défense des droits de l'homme. Et la première édition a eu lieu en 2014 où il y a eu 7000 participants. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en avons eu 4 éditions pour l'ouvrir aux civils. Former, sensibiliser, accompagner, même état d'esprit dans l'éducation et le sport. Le ministère de l'Enseignement technique et l'Office national des sports s'unissent pour offrir de nouvelles opportunités aux jeunes. Objectif, renforcer la formation et favoriser l'insertion professionnelle. Issa Tchonayeo. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et l'Office national des sports, ONS, sont désormais liés. Une union scellée à travers la signature d'une convention. Cette signature se veut un cadre de la promotion des initiatives concrètes en faveur de l'emploi des jeunes et de l'éducation. Construire des infrastructures modernes dans 4 établissements, afin que naturellement la pratique du sport dans ces établissements soit à la hauteur des visions et des ambitions que M. le ministre de l'Enseignement technique assigne à cet établissement. Cette signature de convention traduit la volonté du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de s'ouvrir à de nouveaux horizons, notamment le sport. L'Office national des sports va nous accompagner dans la réalisation, la construction d'infrastructures sportives. C'est très important pour nous parce que nous avons à Ibimpe, nous avons à Jacquesville, nous avons à Yamoussoukro et nous avons à Yopougon de nombreux jeunes. Malheureusement, les aires de jeu, pour certains, notamment les terrains de foot, ne sont pas aux normes. Donc, l'UNS qui est spécialisé dans ce domaine va nous accompagner pour que ces stades soient remis à niveau et aux normes. En procédant à cette signature de convention, le ministre Kofi Nguessan s'inscrit pleinement dans la vision 2030 du président de la République Alassane Ouattara, qui fait du sport un levier d'éducation et de cohésion sociale. Et pour récompenser le mérite, les meilleurs de l'éducation étaient à l'honneur. Enseignants, encadrants, élèves, tous célébrés pour leur engagement. Une initiative portée par une ONG pour valoriser les talents et encourager la réussite. Jean-Marc Djadji y était et nous raconte. Une nuit consacrée à l'excellence et au mérite. À quelques semaines de la reprise des classes, les acteurs de l'éducation-formation de Côte d'Ivoire sont distingués. Pour cette première édition, 16 catégories composées d'élèves, enseignants, éducateurs, parents d'élèves et fondateurs d'écoles sont récompensés pour leurs actions. J'aimerais dire merci à l'ONG pour ses dons, pour ce qu'ils ont fait pour moi ce soir. C'est pas fini, l'avenir est encore devant. Je suis très ému pour cette distinction. Et je tiens à dire merci à l'ONG. Il s'agit principalement des orphelins, des dons que nous faisons aux orphelins. Et surtout, moi, ma particularité, c'est au niveau des bacheliers orphelins. Les Awards de l'éducation-formation de Côte d'Ivoire célèbrent ces acteurs de l'ombre. Une initiative portée par l'ONG Aide à la formation professionnelle et des métiers aux orphelins et enfants démunis, AFP-MOED. On a pensé
réfléchi afin de célébrer tous les acteurs du secteur éducation-formation. Nous constatons que le milieu a besoin d'être célébré, d'être honoré. Et c'est pour cela que l'ONG humblement a décidé de donner cette valeur-là à ces dignes acteurs. La première édition des Awards de l'éducation-formation de Côte d'Ivoire jette les bases d'une reconnaissance en faveur des acteurs du système éducatif, une démarche soutenue par les ministères en charge de l'éducation-formation et des partenaires au développement, notamment l'UNESCO. Place à la santé avec un mois d'octobre placé sous le signe de la prévention et de la solidarité. Ici à Abidjan, les femmes se mobilisent contre le cancer du sein. Séances sportives, conseils, santé et dépistage gratuits. Tout est mis en œuvre pour sauver des vies. Un diagnostic précoce qui fait toute la différence. On en parle avec grâce à Miguel Kouadio, Souleymane Donisongou et Djamasso. Une matinée de sport, de sourires et surtout d'espoir pour dire ensemble, le dépistage sauve des vies. Entre pas de fitness et séances de Zumba, ces dames participantes ont laissé parler leur énergie dans une ambiance conviviale. Au-delà de l'exercice physique, des stands de dépistage installés permettent à ces dames de passer un test gratuit. Les remerciements et les félicitations vont à l'endroit des organisateurs de cette belle cérémonie. Je tiens à leur dire grand merci et leur dire que le conseil municipal et moi, nous sommes à leur disposition pour toutes les actions qu'ils vont mener dans notre belle commune. Je suis d'abord une femme et que le cancer du sein nous concerne directement parce que le cancer n'est pas une fatalité. Mais il faut se dépister pour pouvoir le prendre à temps au cas où, pour pouvoir se soigner et pouvoir s'en sortir. L'initiative portée vise à briser le tabou autour de la maladie et rappeler que la lutte contre le cancer du sein est l'affaire de tous. C'est mon cas, c'était difficile de l'accepter. J'invite des parents à vraiment exhorter vos filles à y aller. Quand tu t'y prends tôt, tu peux te soigner et en guérir même. Cette deuxième édition de la Marche de l'Espoir est organisée en partenariat avec la Fondation africaine pour la paix et le développement. Pendant que les femmes se battent pour la santé, d'autres prient pour la paix, les fidèles religieux et responsables communautaires se sont réunis pour une grande soirée de prière. Ensemble, ils ont imploré sérénité et paix pour le bon déroulement du scrutin présidentiel. Mariam Songaré, Didier Nguesson et Kevin Tigbe. Adoration, prière et témoignage, ces fidèles chrétiens se réunissent pour leur nation. Dans l'église du ministère évangélique Jésus médecin des nations de Cocody, il prie pour la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de paix, pays de la Côte du président où il faut boigner, un pays de paix, pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerre, les Espagnols ne plus de guerre. Voilà pourquoi nous sommes là pour crier à Dieu. Il prie pour le bon déroulement des élections présidentielles et législatives afin de consolider les acquis démocratiques. La Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous et nous n'avons pas intérêt que cette nation puisse sombrer dans le désastre. Nous souhaitons vraiment la paix en Côte d'Ivoire, que la paix règne dans les cœurs, mais que la paix aussi vienne de nos actes et que nous posons tous les jours. La prière pour conjurer le mauvais sort et faites de cette élection un exercice d'expression de notre citoyenneté plutôt que de tensions conflictuelles. Et parce que la paix se cultive aussi dans la jeunesse, on prend la direction de Bingerville. Pendant la semaine de la cohésion sociale, les jeunes et leaders ont échangé sur le vivre ensemble, une initiative pour renforcer la paix et préserver les acquis du développement. Souleymane Donisongou et Ismaël Dramé nous en parlent. À quelques jours de la présidentielle, le leitmotiv dans la commune de Bingerville, c'est la paix. Pour y parvenir, l'ONG Envitour International mise sur la sensibilisation et le dialogue. Autour du thème « Responsabilité citoyenne face aux acquis sociaux en Côte d'Ivoire », gage de cohésion sociale, des leaders communautaires, religieux et responsables de jeunesse dans une même volonté appellent à préserver l'unité nationale. Nous sommes en train de préparer les élections présidentielles. Et il était important pour nous d'interpeller un peu nos populations pour demander aux uns aux autres de s'impliquer afin que ces élections soient des élections apaisées
dans notre commune. Un engagement partagé par les autres acteurs. L'élection présidentielle, comme toute élection politique de grande envergure, entraîne en général des passions. Il s'agit donc de faire comprendre à la population que nous sommes appelés à vivre ensemble. La Côte d'Ivoire, elle est unique. On n'a pas à la mettre en feuille en sang uniquement pour des idées politiques. L'ONG Envie-Tour International milite pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Ses actions sont orientées vers les écoles, les lycées, les communes et tous les quartiers d'Abidjan, mais aussi de l'intérieur. Des jeunes engagés, une paix consolidée et un tourisme en plein essor. Amont la 45e journée mondiale du tourisme met à l'honneur nos traditions. Culture et patrimoine deviennent une véritable offre touristique dans chaque région. Une nouvelle approche qui valorise la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Plongeons ensemble dans cet univers avec Eugène Toubé. La libation, rite ancestral par lequel, selon la tradition, s'établit la communication entre les mânes et les membres d'une communauté partageant la même coutume et les mêmes valeurs. Un rituel commun à tous les peuples comme ici à Mans, dans le Tonki. La libation est considérée comme élément majeur de l'ensemble des faits culturels et pratiques traditionnelles de cette région et proposée comme offre touristique. Nous avons des potentialités énormes et le ministre Yandou est prêt à nous aider pour les développer. La culture, c'est la joie. Vous savez, la joie même aussi soigne. On appelle que l'État même prévient qu'ils prennent nous qui sommes là en compte. Les danses de nos terroirs intègrent l'offre touristique basée sur la tradition et la culture. À la faveur de la célébration officielle en Côte d'Ivoire de la 45e journée internationale du tourisme, plusieurs danses issues de différentes régions ont assuré le spectacle. Le Thématé venu de Fakobli, région du Guémon et fierté du peuple Oué. Le Boloy, dont les danseurs toujours aussi athlétiques rivalisent d'acrobatie. Et puis le Guéglo de Zélé, danse du pays Yakuba, mettant en scène les filles. Le Saplo, venu du pays Gouro, dans la région de la Maraoué, une danse dont le mystère reste encore entier, mais toujours attractive et magique. Enfin, sur la scène de la place de la Paix, les petits danseurs d'Issia, qui à chacune de leurs prestations sont adulés par le public. Voilà. Les petits danseurs d'Issia, toujours spectaculaires. Toutes ces danses sont un aperçu de ce que donne à voir le tourisme de découverte. J'ai aimé. Surtout ceux qui ont dansé les bois, étaient les très petites. On voyait ça à Djamé d'Arras, mais depuis quelques années, je n'ai jamais vu, c'est pas aujourd'hui. J'étais très contente. J'étais surprise puisque j'ai pas ça chez moi. Sincèrement, j'étais très heureuse. La danse des enfants d'ici là, un tout petit avec les flèches en bois, j'étais vraiment impressionnée. Puis la danse des dames, étant femme, il faut les soutenir. Par la tradition et la culture, le tourisme se révèle vecteur d'unité et de paix entre les peuples. C'est en cela que le ministère du Tourisme et des Loisirs affiche son ambition d'en faire un instrument d'inclusion. Et si cela exige engagement de tous, les communautés sont particulièrement invitées à être elles-mêmes actrices participant à la durabilité du tourisme. On a vu beaucoup de danses, donc ce sont des éléments qui peuvent être très capitalisants. Et certainement, donc, on peut reposer le tout sur ça, parce que dans le patrimoine, il y a le patrimoine matériel, mais il y a le patrimoine immatériel qui est constitué de toute la culture surtout. Avant, on parlait de nos danses, on disait des danses folkloriques. Mais aujourd'hui, on dit danse traditionnelle, parce que la tradition est un produit touristique. Donc déjà, le changement de paradigme peut tout dire. La 45e journée mondiale du tourisme confirme la volonté du ministère en charge de ce secteur de donner à la destination Mans un nouveau souffle avec un accent particulier sur le tourisme de découverte. Toute chose qui augure des perspectives heureuses au regard de son riche patrimoine artistique et culturel.
Et pendant que la Côte d'Ivoire dévoile ses atouts touristiques, d'autres citoyens, eux, accomplissent leur devoir. Les Camerounais de Côte d'Ivoire ont voté ce dimanche, ici à Abidjan, pour élire leur président. Ahmed Traoré nous raconte. Ils sont au nombre de 972 électeurs camerounais prenant part au scrutin présidentiel de leur pays ici en Côte d'Ivoire. Ils devront porter leur choix sur l'un des 12 candidats retenus pour cette compétition. À la mi-journée, les électeurs présents à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire se disent confiants quant à la suite des événements et appellent au fair play. Soyons fair play, levez-vous comme un seul homme, que chacun vote selon sa conscience et selon son choix et selon son bord politique. Et le vote est secret, comme on dit. Le Cameroun appartient à nous tous et que nous avons pour responsabilité de léguer un Cameroun prospère, fier et dans la paix aux générations futures. J'appelle les Camerounais à participer massivement, tous ceux qui ont été inscrits, d'aller massivement voter pour prendre leurs vraies décisions. Il ne faudrait plus que les gens parlent dans des couloirs sans pouvoir se rendre aux urnes. Les responsables de ce scrutin en Côte d'Ivoire expriment l'importance de ce vote et rassurent en parlant de la discipline des électeurs et de la bonne tenue de cette élection en terre ivoirienne. Tout se passe bien. Les Camerounais votent dans la sérénité, de façon inclusive, dans la paix et la transparence. Les autorités compétentes ont pris des dispositions allant dans ce sens. Paul Biya est le président sortant et brigue un autre mandat. Sur les 12 candidats, l'on peut compter une femme. Selon les organisateurs, les bureaux de vote fermeront à 18h et les résultats seront proclamés progressivement. Dans le Moyen-Orient, le compte à rebours est lancé. Israël attend la libération des otages à Gaza dès lundi matin avant le sommet de la paix en Égypte. Un sommet qui va rassembler une vingtaine de pays. En échange, 1700 Palestiniens et 250 détenus israéliens pourraient être libérés, mais seulement une fois tous les otages rendus. Déjà, plus de 500 000 habitants ont regagné le nord de Gaza, malgré une situation encore très fragile. Et pour le reste de l'actualité internationale, je vous propose de suivre le 7 sur 7 réalisé par Didier Nguessan. Quelques heures après la formation de son gouvernement, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a rendu sa démission. Il a été nommé Premier ministre le 9 septembre dernier. Sa démission intervient seulement 27 jours avant même de tenir sa déclaration de politique générale. L'UNESCO vient d'élire son nouveau président. Il s'agit de Khaled El Elani. À ce poste, l'Égyptien succède à la Française Audrey Azoulay. Il était opposé au candidat congolais Firmin Edouard Matoko. Israël et le Hamas sont parvenus à signer un accord de cessez-le-feu grâce à la médiation du président américain Donald Trump. L'accord prévoit un cessez-le-feu immédiat, la libération des prisonniers et des otages des deux camps, un retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, de l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Le mouvement de contestation Génération Z, actif depuis le 25 septembre à Madagascar, appelle à la grève générale. Après la démission de son gouvernement, le président de la République, Andry Rajoelina, a nommé un nouveau Premier ministre issu de l'armée. La lauréate du prix Nobel de la paix 2025 est connue. Il s'agit de Maria Corina Machado, une dirigeante de l'opposition vénézuélienne pour son engagement en faveur de la démocratie et la transition pacifique au Venezuela. Des centaines de familles ont pris le chemin retour vers la bande de Gaza après l'annonce du cessez-le-feu entre les belligérants. La défense civile a annoncé au moins 200 000 Gazaouis dans le nord du territoire. 8 millions d'électeurs camerounais sont invités dans les urnes ce dimanche pour choisir leur futur président de la République. 31 000 bureaux de vote ont ouvert dès 8 heures et se sont refermés à 18 heures. Le président sortant Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, est opposé à 12 autres candidats retenus officiellement. Voilà.
Voilà, c'est déjà la fin de ce 23h, la dernière édition de la semaine. Merci de votre fidélité. En ce dimanche, passez une excellente nuit. Et pour le reste de l'actualité, rendez-vous sur RTI Play et sur RTI Info.